Alors moi je vais vous présenter la méthodologie pour élaborer un plan de désherbage communal. Je vais vous parler avant tout du contexte, on en parlait brièvement ce matin. Les collectivités représentent en fait, on estime, entre 2 et 5% seulement de la consommation totale des pesticides en France. On a dit ce matin que la France était le premier pays européen consommateur de pesticides, avec bon an, mal an, entre 80 et 90 000 tonnes de pesticides épandus chaque année sur le territoire. Alors les collectivités rentrent pour une faible partie dans cette consommation-là, mais il faut savoir que ces 2%, enfin entre ces 2 et 5%, constituent 30% de la pollution des eaux. Donc c'est pas négligeable. Hein. Ça s'explique surtout par la nature des surfaces qui sont traitées, qui sont majoritairement imperméables, et du coup très sensibles au transfert des herbicides par ruissellement au niveau de l'eau. Également par la forte densité du réseau de collecte des eaux pluviales. Ces deux facteurs font que la commune reste quand même un endroit qui est très favorable au transfert des pesticides, et des herbicides en particulier, vers les eaux de surface. Donc en plus de ces données qu'on pourrait appeler, on pourrait dire que ce sont des données structurelles de terrain, s'ajoute l'application même du produit. Monsieur Château ce matin parlait pour la commune de Bourré. Il est bien évident que si on utilise des herbicides d'une façon sans étalonnage, par exemple, sans étalonnage, sans les bonnes buses, en surdosant les produits, on aura forcément une pollution accrue et qui se retrouvera par conséquent dans l'eau. Donc ces transferts, on l'a vu, constituent une pollution des eaux qui n'est pas négligeable par rapport à la quantité de produits épandus. Et de façon à limiter ce transfert, il y a un outil qui a été mis en place il y a une quinzaine d'années, notamment en Bretagne. Ils sont assez pilotes à ce niveau-là pour l'établissement du plan de désherbage. C'est ce que l'on appelle le plan de désherbage communal, qui va être un outil de diagnostic des pratiques de la commune et qui va nous permettre de connaître à l'instant T les pratiques de la commune en matière de désherbage et de savoir, pour les surfaces qui sont traitées, de classifier les zones en fait suivant le risque de pollution de l'eau. Alors, donc c'est un document cartographique qui va permettre d'identifier au sein de la commune l'ensemble des zones qui sont désherbées, les zones à risque pour l'eau et les méthodes de désherbage utilisées. À partir de là, on va pouvoir connaître donc, ces zones-là et puis se dire si on peut améliorer d'une part le désherbage chimique ou alors utiliser des méthodes alternatives. Les objectifs, ils sont multiples. Hein. Tout d'abord, le premier, c'est le respect de la réglementation. On en a parlé ce matin avec la DRAF. Réglementation qui concerne le stockage, tout d'abord, l'usage et l'utilisation des produits phytosanitaires. Il va permettre également ce plan d'identifier les zones à désherber en fonction du risque de pollution. Et on va essayer de limiter au strict nécessaire sur les zones à risque élevé l'usage des herbicides, surtout pour les zones à risque, donc en développant notamment des méthodes alternatives. Alors, on a déjà parlé aujourd'hui, il faut avoir conscience que ce plan doit absolument s'accompagner d'une réflexion de la part de toutes les personnes concernées, que ce soit les élus comme les services techniques, en se posant un certain nombre de questions. On ne peut pas remplacer le tout chimique par le tout alternatif, c'est pas possible, et on va devoir se demander, se poser des questions, comme la place de la végétation spontanée en ville. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que la notion de propreté correspond à un espace sans herbe, sans mauvaise herbe, sans aucune attentisme? Est-ce qu'on doit désherber partout? Est-ce que voilà, la présence de végétation va forcément à l'encontre de la notion de propreté? Donc c'est en fait un outil de diagnostic qui va permettre à la commune et aux agents communaux d'avoir en fait une photographie sur la commune des pratiques qui sont réalisées, et ça va être un outil qui va nous permettre de choisir des techniques qui sont plus respectueuses de l'environnement. Alors au niveau de la méthodologie, là je vous ai mis les différentes étapes, je vais y revenir un peu plus en détail par la suite. Alors en étape 1, on va faire l'inventaire de toutes les zones qui sont désherbées au niveau de la commune, avec les méthodes utilisées, les quantités vendues, les dates, etc. En étape 2, on va faire l'inventaire des points d'eau et les connexions aux points d'eau.
qu'on fera figurer en bleu sur la carte. L'étape 3, on va classer les zones en fonction du risque de pollution des eaux. En étape 4, on va choisir les méthodes de désherbage en fonction des zones que l'on a définies et des risques que l'on a définis également. Et c'est à ce moment-là qu'on choisira ou non des méthodes alternatives. Et en étape 5, on fera le bilan annuel en fait, et l'enregistrement des pratiques à partir des préconisations du plan. Donc en étape 1, l'inventaire de toutes les zones à désherber et les méthodes utilisées. En fait, on va recenser sur la carte l'ensemble des zones non cultivées qui doivent être désherbées et qui sont désherbées par l'agent communal, telles que les allées piétonnes carrossables, les parkings, les trottoirs, les cimetières, les places, en fait, toutes les surfaces qui sont désherbées autres que les massifs. On va les faire apparaître sur un plan, qui est ni plus ni moins qu'une copie du cadastre de la commune, et on va déterminer la surface des espaces qui sont désherbés. À partir de ce plan, on va décrire en fait les pratiques de désherbage qui sont mises en œuvre sur ces espaces, que ce soit les traitements chimiques ou les méthodes alternatives, thermiques, mécaniques ou manuelles. Et on va renseigner ensuite un tableau d'enregistrement des pratiques avec, dans un premier temps, on va commencer par le début, le nom de la zone, le type de surface, la proximité ou non à un point d'eau, la méthode employée, le nombre annuel de passage, la superficie désherbée par rapport à la superficie totale, le niveau de risque pour la ressource en eau et les améliorations possibles, amélioration chimique, du chimique, si on souhaite absolument continuer à passer du chimique, ou les techniques alternatives. En fait, cet inventaire a constitué en fait, un état initial des pratiques de la commune, et ça va servir de base de réflexion pour ensuite essayer de progresser et de faire en sorte de réduire l'usage des herbicides sur ces zones qui comportent des risques élevés. En étape 2, donc, on va faire apparaître sur la carte tous les points d'eau. Alors, il y aura d'une part les cours d'eau. Alors, j'ai mis entre parenthèses qui figure sur la carte IGN au 1,25 millième, parce qu'au niveau de la réglementation, vous avez l'arrêté du 12 septembre 2006 qui réglemente un peu l'usage des herbicides au niveau des communes, enfin, pour les zones non agricoles en général, et qui interdit l'usage des herbicides à moins de 5 mètres d'un cours d'eau, qui figure sur la carte IGN au 1,25 millième. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Ça, on ne le sait pas, mais en fait, c'est la loi, donc on n'a pas le droit de traiter à proximité d'un cours d'eau. On va faire apparaître également les fossés et les réseaux de collecte des eaux pluviales, les points de raccordement au réseau de collecte enterré, genre Ravaloir, les sources, bassins, puisards, ainsi que les réseaux de drainage. En étape 3, on va classer enfin les zones en fonction du risque de pollution des eaux. En fait, la notion de risque, on estime que le risque est directement lié au phénomène de ruissellement. On va prendre deux facteurs en fait. Le premier est la proximité de l'eau, et le deuxième, la capacité d'infiltration de la surface, si la surface est imperméable ou pas. Alors la proximité de l'eau est considérée comme point d'eau, tout point raccordé au réseau d'eau pluviale ou hydrographique, bouche d'égout, avaloir, cours d'eau, fossé, source, lavoir, fontaine, etc. est considérée comme connectée à un point d'eau, toute zone qui va concentrer les eaux de ruissellement vers un point d'eau, quelle que soit sa distance à ce point d'eau. La capacité d'infiltration de la surface, donc c'est la capacité de ruissellement de la surface par rapport à sa perméabilité. Il est bien évident que plus la surface est imperméable, plus le risque de ruissellement sera fort et plus le transfert des herbicides épandus sera important. À partir de là, on va déterminer un niveau de risque. Alors, pour les zones à proximité ou en connexion à un point d'eau, toutes ces zones-là seront classées en risque élevé. Les zones imperméables également seront classées en risque élevé. Si la surface est perméable, mais elle peut présenter également des ornières de ruissellement ou des flaques d'eau, on peut en déduire que cette surface-là, qui était au départ perméable, se comporte en fait comme une surface imperméable. Celle-ci, on va la classer également en risque élevé. Pour toutes les autres surfaces perméables qui ne sont pas connectées à un point d'eau, on pourra les classer en risque réduit et les faire figurer en vert sur la carte, sachant que celles qui comportent des risques élevés de pollution de l'eau, de transfert par ruissellement, figureront en rouge sur la carte. Alors voilà un arbre de décision en fait. On va partir de la zone à désherber. Si on estime qu'on ne veut pas la désherber, il n'y a pas de problème, on s'arrête là.
Ce sera du gyrobroyage ou du débroussaillage. Si la zone, on considère que c'est une zone à désherber, on va se demander en premier lieu si elle est située à proximité d'un point d'eau ou non. Si c'est le cas, eh bien on saura que cette zone-là comporte un risque élevé de pollution. Si elle est éloignée d'un point d'eau, c'est à ce moment-là qu'on va regarder si elle est imperméable ou perméable. Si elle est imperméable, elle aura un risque élevé également. Si elle est perméable, là, de la même façon, on va regarder si elle est connectée à un point d'eau ou pas. Si c'est le cas, il y aura un risque élevé de transfert dans les eaux. Si ce n'est pas le cas, là vous aurez un risque réduit. Alors je vous ai mis quelques exemples de zones à risque élevé. Les zones à proximité d'un point d'eau, comme ici le bassin, ou ici un petit ruisseau, ce sont des zones à risque élevé. Vous avez également les zones qui recueillent et dirigent les eaux de ruissellement vers un point d'eau, comme les avaloirs. Ces deux photos constituent donc des zones à risque élevé également. Vous avez tout ce qui est surface imperméable, bien sûr, trottoirs bitumés ou places imperméables. Vous avez également des revêtements qui sont peu perméables, j'en ai parlé tout à l'heure. Ici, on a une mer sablée stabilisée, on voit après une pluie, c'est là où on va voir véritablement comment se comporte la surface. La présence d'une flaque d'eau, eh bien on peut en déduire que cette surface-là, en fait, se comporte comme une surface imperméable et que forcément ça va comporter un risque élevé si on passe du désherbant dessus. Vous avez également les zones imperméables fissurées qui vont comporter un risque élevé également. Alors voilà ce que ça peut donner sur une carte où on va faire figurer donc tous les points d'eau en bleu, y compris les fossés, les collecteurs d'eau. En rouge, on va avoir toutes les zones à risque élevé, que ce soit les surfaces imperméables connectées à un point d'eau, et en vert, toutes les zones faibles qui, a priori, ne comportent pas de risque. Alors à partir de là, donc on a déterminé les zones qui comportent des risques pour la ressource en eau. À partir de là, on va savoir, quand on va passer du désherbant sur telle zone, que cette zone-là, elle comporte un risque élevé pour la ressource en eau, et on va se demander, est-ce qu'on continue à passer du chimique ou pas? Et l'objectif étant de limiter au maximum l'usage des herbicides. Et donc, à partir de cette perte-là, on va choisir la méthode de désherbage en tenant compte finalement de la classification de la surface. Et on va choisir en fait des voies d'amélioration. Alors, j'en parlais brièvement tout à l'heure, soit on améliore le chimique, par l'étalonnage du pulvérisateur, le respect des règles en vigueur, c'est-à-dire pas traiter à proximité des points d'eau. Vous avez également interdiction de traiter sous des conditions météo particulières, notamment par grand vent, en utilisant les EPI, en respectant le dosage également. Vous avez le choix des bus qui est important. Donc tout cela va faire en sorte, va contribuer à l'amélioration du chimique et à réduire les doses par définition. Ou alors vous avez un autre choix, c'est de choisir une méthode alternative qui, elles, par définition, sont plus respectueuses de l'environnement. Alors là, je reviendrai tout à l'heure, vous avez des méthodes manuelles, le thermique, le plan de couvre-sol, le paillage, etc., etc. En dernier lieu, on va faire un bilan annuel par rapport aux préconisations du plan, si on peut dire. On va enregistrer les interventions qui sont réalisées à partir de ce plan et on va pouvoir voir par rapport à l'état initial qui a été effectué les améliorations que l'on a pu apporter d'une année sur l'autre. Et ça va permettre également de se fixer des objectifs pour les années suivantes, bien entendu. Donc en résumé, la première des choses, c'est de respecter les consignes de sécurité et les mesures réglementaires liées à l'utilisation des produits phytosanitaires. La ZNT, c'est la zone non traitée où on n'a pas le droit de traiter à proximité à moins de 5 mètres d'un cours d'eau, mais ça peut aller au-delà suivant le produit qu'on utilise. Les conditions météo, j'en ai parlé, l'étalonnage, etc. Déjà, si on respecte cela, on va diminuer de 20 à 30% la quantité de produits épandus. Ensuite, on va limiter au maximum en fait, l'utilisation des herbicides sur les zones qui sont classées à risque élevé. Et enfin, en dernier lieu, on va essayer de développer des méthodes alternatives. Justement, les méthodes alternatives, on y arrive. Vous avez les méthodes préventives, ainsi que méthodes curatives. En méthode préventive, tout d'abord, la conception des aménagements, on vous en a parlé ce matin.
il est important, dans le cadre de nouveaux aménagements, de réfléchir en amont, de façon à ce que ces futurs aménagements soient le moins consommateurs de produits dans le futur. C'est-à-dire qu'il faut choisir des revêtements qui vont présenter un minimum de joints ou de zones de rupture de revêtement pour une voirie en fait sans recoin, où la végétation va pouvoir s'installer, où les feuilles mortes vont pouvoir s'accumuler, ce qui va favoriser l'apparition d'adventices. Pour les anciens aménagements, il faudra investir, quand on le peut, bien entendu, dans la rénovation des revêtements qui sont dégradés, sachant que les anfractuosités sont des lieux propices au développement de la végétation spontanée. Alors, je vous ai mis un petit exemple d'un aménagement sans recoin, en fait. On a ici un cheminement en émulsion perméable qui, d'une part, garantit moins de repousse que sur les stabilisés, et puis en même temps, vous avez les bordures qui sont au niveau du sol. Donc là, vous n'avez aucun obstacle qui va favoriser l'installation d'adventices. Autre exemple, un îlot central, où là, c'est un parti pris, on a installé du sédum. Là, vous n'avez aucun entretien, pas d'arrosage. C'est une plante rustique qui se propage assez vite. Bon, pour un aspect esthétique qui n'est pas trop mal, vous avez quand même un peu de verdure au niveau d'un environnement minéral. Bon, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, autre technique préventive, les plantes couvre-sol. En fait, on va mettre en place plusieurs espèces de végétaux qui vont s'étaler sur le sol pour occuper l'espace, et afin d'une part d'en diminuer l'entretien, et également de faire la concurrence aux adventices, à la végétation spontanée, pardon, qui sur un sol nu va avoir tendance à coloniser l'espace. Donc, en plus de l'attrait esthétique, ces plantes présentent quand même pas mal d'avantages. Elles se développent et elles colonisent rapidement l'espace. Elles sont rustiques, elles s'adaptent selon ce que vous allez mettre à tout type de sol. Et on peut dire qu'elles offrent une protection à long terme avec un minimum d'entretien. Voilà quelques exemples d'utilisation. Alors on peut en mettre au pied des arbres, au pied des panneaux, on peut en mettre sur les talus, là vous avez des rosiers couvre-sol. Ici, au pied d'un arbre, ça a un avantage supplémentaire, c'est-à-dire que ça va éviter de passer la débroussailleuse au pied de l'arbre et, comme on le voit fréquemment, de blesser le collet de l'arbre. Donc là, vous avez un fleurissement, au-delà de l'attrait esthétique, vous passez plus désherbant, plus débroussaillé. Alors comment choisir les espaces à planter? Donc une bonne plante couvre-sol, si on peut dire, elle doit avoir plusieurs qualités. Elle doit avoir un feuillage dense, vivre longtemps, s'étaler rapidement, minimum d'entretien, pas trop d'eau. Bon, c'est une plante parfaite, vous me direz, mais on peut arriver, suivant le type de sol, à trouver des plantes qui sont adaptées au terrain. Après, bon, bien sûr, l'aspect esthétique peut rentrer en compte, si on veut une couleur particulière, une hauteur particulière, des périodes de floraison qui peuvent s'étaler du printemps à l'automne, etc., etc. Vous avez, on a du lierre, du népéta, des rosiers couvre-sol, pervenche, géranium, la liste n'est pas exhaustive. Vous avez quand même pas mal de plantes qui peuvent coloniser l'espace en ayant quand même, on pourrait dire, un fleurissement qui est assez sympathique. J'ai fait un petit tableau avec les coûts moyens. Bon, c'est un tableau défilé, mais qui donne à peu près un ordre de grandeur. Ça va dépendre des genres de végétaux que l'on va choisir, de la densité à laquelle on va vouloir planter, du résultat qu'on va vouloir avoir au bout de la première année ou pas. Donc on estime que en matière première, entre 20 et 40 euros le mètre carré, et entre 5 et 10 végétaux. Donc après, avec la main d'œuvre, bien sûr, ça va être un peu plus. Ça dépend du coût de la main d'œuvre, bien sûr. Mais, voilà. Alors je vous ai mis quelques exemples. Là, c'est des photos que j'ai prises à Périgueux. Là, c'est autour d'un rond-point avec du lierre panaché. Voilà, qui s'est bien développé. Je crois qu'il y a quelqu'un de Périgueux tout à l'heure. On pourra peut-être nous en parler tout à l'heure. Autre rond-point ici, avec une plantation de vivaces. Je crois qu'ils ont fait ça l'an dernier. Bon, ils commencent à se développer. En plus, ils ont mis du paillage. Voilà, c'est quand même pas mal. Et on voit qu'il n'y a pas d'herbe spontanée, d'adventices,
qui se propagent au pied des plantations. Autre exemple, alors là c'est une petite commune à côté de Ribéral, Bourg-du-Gau, dont l'agent d'entretien est dans la salle qui témoignera tout à l'heure. C'est au pied de l'église, hein, sur la gauche, là. Et c'est M. Dumas qui a fait ça. Bon, il n'a rien acheté, hein, c'est de la récupération, et puis chaque année, il en met un peu partout. Et là, on a quand même un résultat probant, on va dire, de fleurissement de pied de mur. Autre exemple, Ribérac, là c'est dans un lotissement, c'est un particulier qui a fait ça devant chez lui. Bon, mais voilà, hein, là, bien sûr, on ne va pas passer du désherbant au pied de ces plantations. Donc, autre technique alternative, les paillages. Cela va consister à placer un matériau sur le sol pour éviter la pousse la levée des mauvaises herbes. Ça c'est le premier avantage. Hein. Deuxième avantage, il va garder une certaine humidité au pied des plantations, ce qui va limiter l'arrosage durant les périodes sèches. Pierre vous en a parlé ce matin, l'aménagement qu'on a fait au FIAC, heureusement qu'on a mis du paillage, parce que même avec l'arrosage intégré, ça aurait du mal à pousser. Autre avantage, il permet au sol de conserver une bonne structure, de limiter la battance lors des pluies ainsi que les silages. Et ça peut être un bon moyen également de recycler les déchets liés à la taille d'arbustes. Bon, toutes les communes ne disposent pas d'un broyeur de branches, mais il est facile, quand on entretient une haie, de faire des tas ou de les stocker, de façon à ce que quand on a un volume suffisant, on puisse louer un broyeur de branches et recycler en fait les déchets de taille pour les utiliser comme paillage. Alors toutes les parties du jardin peuvent être paillées, que ce soit les massifs d'arbustes, les pieds d'arbres, les haies, les massifs de rosiers, de lilas, etc. Alors il y a quelques critères à prendre en compte quand même. Vous avez l'exposition au vent, c'est important pour certains paillages, je pense notamment aux paillettes de lin qui sont très, très volatiles. Les arroser lors de la mise en œuvre, ce qui se fait quelquefois aussi, mais là bon, je consommer un peu d'eau quand même si ce n'est pas des quantités énormes. Sinon il faut faire quand même attention à l'exposition au vent. Le choix du paillage également est important. Les écorces de pin, on les connaît, elles acidifient le sol, donc de plus en plus, enfin on en utilise de moins en moins, j'allais dire, par rapport à il y a quelques années. Autre facteur, il faut essayer de ne pas pailler trop tôt, parce que le paillage ralentit le réchauffement du sol. Donc, nous on paille aux alentours de, enfin là au printemps, mai-juin. Alors là je vous ai mis une photo où on a différents paillages, hein. Ça va de la toile de jute aux paillages plus minéraux comme le gravier, les cailloux, l'ardoise. Vous avez des copeaux de bois, les coquilles de noix, le sable. En fait, tout matériau peut servir de paillage. La mise en œuvre, eh bien, elle va dépendre du matériau que l'on utilise. Là, vous avez une toile biodégradable en jute que l'on va dérouler comme une toile normale. On fera ensuite des fentes au plus tard pour effectuer les plantations. Ici, vous avez du matériau en vrac, donc on va l'étaler. Alors l'idéal, ce serait de décaisser le massif où on met le paillage de 5 à 10 cm. C'est pas toujours évident. Mais bon, il faut, quoi qu'il arrive, essayer d'étaler de manière homogène pour tout recouvrir. Le coût moyen, bien entendu, cela va dépendre du paillage que l'on utilise. Ça va de 20 centimes à 2,50 € le mètre carré. Alors, bien sûr, si la commune dispose d'un broyeur, le paillage, hormis l'investissement et le coût d'achat du broyeur, c'est quelque chose qui va vous revenir extrêmement, enfin pas très cher, quoi, hein. Si vous l'achetez, ça reste quand même raisonnable. Alors, là j'ai mis volontairement cette photo-là de prairie fleurie. Ça c'est une autre technique préventive, hein, c'est-à-dire qu'on va enherber, végétaliser, engazonner les espaces. C'était des mélanges, quand nous on a commencé à faire des prairies fleuries, on a fait une année, c'était des mélanges horticoles, c'est vrai, avec pas mal d'ascolusia,
et du cosmos. Maintenant, maintenant, depuis déjà quelques années, on part plus sur des variétés plus naturelles et qui sont indigènes en fait. En fait, la technique de végétalisation, ça va consister à implanter ou à laisser s'implanter une ou plusieurs espèces de plantes. Et au niveau de l'entretien, en fait, on va les faucher 1 à 2 fois dans l'année, avec l'exportation, si possible, des produits de fauche, pour ne pas enrichir trop le sol. Alors, on a parlé ce matin, vous avez les abords de route sur certaines talus, en partenariat avec la Société française d'orchidophilie et de Crénal d'Aquitaine. On a décidé donc de préserver certains talus du département où il y avait des variétés, notamment d'orchidées remarquables. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on en a parlé ce matin. On a quand même communiqué avec la pose de panneaux, sachant très bien que si on peut avoir des sites comme ça sur le département, sur les routes départementales, on peut arriver, avec un peu d'observation, à avoir la même chose sur les talus des communes. Et là, vous avez un florissement pérenne, avec un aménagement durable, une biodiversité assurée, et pour un coût quasiment nul. Donc, technique d'engazement, voilà, le coût de la matière première, c'est le coût de la semence, ça peut aller de 10 centimes à 30 centimes d'euros par mètre carré, et un apport seulement. La durée d'action, on estime que c'est entre 10 ans et plus, et le coût de la main-d'œuvre, 2 à 3 euros par mètre carré. Au-delà des méthodes préventives, vous avez tout un panel de méthodes curatives. En premier lieu, un arrachage manuel, d'utilisation simple, sans trop d'investissement, avec une sollicitation physique qui reste malgré tout importante. Mais il faut savoir que ça peut faire partie quand même des méthodes alternatives. Bien entendu, il ne faut pas que ce soit la seule, sinon je pense que les agents comme nous, on va avoir rapidement des retours. Au niveau du matériel, alors là, vous avez une pléthore de matériel, que ce soit thermique, mécanique, pour pallier l'utilisation de produits herbicides. Je n'ai pas tout mis. J'ai mis ce qui nécessitait un investissement moindre, on va dire, avec une efficacité qui restait quand même, avec une efficacité optimale, oui, on va dire optimale pour le style matériel. Le balayage, c'est quelque chose qui marche bien. C'est un balayage régulier qui va vous permettre d'éliminer en fait le substrat et la graine, mais également d'arracher la végétation qui est en place. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il faut y passer régulièrement. Là, vous avez un système de balayeuse qui ramasse, donc ce qui est pas mal. Bon, après, le coût, tout dépend de l'appareil que vous allez utiliser. Il peut être faible à modéré. Ça peut aller de 1800 à 2600 euros pour du petit matériel et monter jusqu'à 90 000 euros pour des grosses balayeuses. Mais c'est un matériel qui peut être une bonne alternative, surtout pour les surfaces imperméables. Voilà un autre exemple de brosse rotative, toujours adaptée aux surfaces imperméables, bien sûr. Voilà. Et là, on a essayé cette année cette brosse adaptable sur les débroussailleuses. C'est quelque chose qui coûte pas très cher, c'est 60 euros de mémoire, c'est dans ces eaux-là. Ça marche relativement bien, notamment au niveau des bordures. Le seul inconvénient, c'est que il faut faire attention aux projections. Donc attention aux véhicules qui sont stationnés à proximité. Sinon, c'est quand même un équipement qui marche bien. Autre équipement, le désherbage thermique. Le principe, c'est de créer un choc thermique sur les plantes qui va provoquer l'éclatement des cellules et entraîner la mort de la partie aérienne des végétaux. L'efficacité, voilà, faire attention parce que l'efficacité est optimale, on va dire, sur la végétation au stade de plantule. Plus vous laisserez pousser la végétation, plus ce sera difficile à éradiquer par ce système-là. Donc ça, il faut le savoir, c'est un système qui marche bien. Bon, il faut quand même 4 à 6 passages environ dans l'année.
mais il faut vraiment prendre la végétation au stade de planture. Et on a remarqué, bon, maintenant ça fait 2-3 ans qu'on fonctionne avec ce système-là, qu'au bout de quelques années, on était à 6 passages la première année, là on est à 4 sur l'année. Alors le coût, il est faible à modéré, suivant l'équipement, toujours pareil, hein, de ce que vous allez prendre. Celui-ci, c'est environ 400 €. Vous en avez qui montent jusqu'à 5 000 € avec plusieurs brûleurs. Là, la température, il me semble que c'est du 600 degrés, les plus gros c'est 1200 degrés, donc ça crame tout. Mais par contre, l'inconvénient, s'il y en a un, il faut faire attention au risque d'incendie dans des conditions de sécheresse ou par grand vent. Surtout si vous avez des feuilles mortes qui s'accumulent au pied des murs. Je vous ai fait un dernier tableau avec les différents coûts et les différentes méthodes, sachant que, bien sûr, le traitement phyto est imbattable au niveau du coût annuel. On n'arrivera pas à rester dans le même ordre de prix pour une méthode alternative, mais on n'est pas si excessif que ça. Par exemple, la flamme directe, vous êtes à 20 centimes d'euros le mètre carré. En traitement phyto, si vous en passez 2, un antigerminatif et un foliaire, vous arrivez pratiquement à 20 centimes aussi. La brosse rotative, vous êtes à 36 centimes. Bon, après, ça dépend de l'équipement également. Je ne vous ai pas parlé en méthode curative de l'eau chaude ou de la vapeur, parce qu'on estime que ce sont des équipements qui nécessitent, surtout pour les petites communes, un investissement assez lourd. Pour une efficacité qui est la même que celle de la flamme directe, du désherboir thermique, avec une consommation d'eau qu'il faut chauffer. Bon, si c'est pour arrêter le chimique, pour prendre une autre technique qui est consommatrice d'énergie fossile, on trouve que c'est pas très cohérent quand même, donc il vaut mieux déjà essayer de limiter le désherbage là où on peut le faire. Et puis ensuite voir les méthodes alternatives qui existent et pas forcément investir dans des matériels de ce genre-là. Alors, je vais vous parler quand même du cas du cimetière parce que ça reste quand même le point noir au niveau de l'entretien des communes. C'est la question qui nous revient fréquemment. Je vous ai mis quelques exemples de cimetières, notamment celui de Poitiers, où depuis quelques années ils font des essais d'enherbement sur le cimetière. Alors ici vous avez un essai d'enherbement spontané entre tombes avec un garnissage qui s'est fait naturellement avec de la luzerne et de la renouée persiclaire pour un résultat qui n'est pas trop mal, ma foi. Par contre, si vous lancez, j'espère que vous essayerez les méthodes d'enherbement de cimetière, pensez à la communication. C'est important pour informer la population que c'est un parti pris et que ce ne sont pas les agents qui ne font plus rien dans le cimetière et qui le laissent à l'abandon. Autre exemple, là, c'est un enherbement qui a été fait par une plantation de vivaces dans un entretombe avec du Lupia nudiflora. Sa particularité, c'est qu'elle a une croissance très rapide, même si le sol est pauvre. Là, il n'y a eu aucun apport de terre, simplement un griffage de la surface et un semis. Elle était tellement envahissante qu'elle commençait à couvrir les bordures. Bon, donc là, ils ont arrêté, les dernières nouvelles, et ils passent sur du sédum. Voilà un enherbement direct vallée dans le cimetière également. Là, ça a été un semis d'un mélange de graminées dans le coléria, sur stabilisé griffé, toujours sans apport de terre végétale. La particularité du coléria, c'est que la croissance est faible, donc vous allez avoir une tonte assez réduite et qu'il arrive à pousser quand même sur un sol pauvre. Donc après, on peut enrichir le mélange, si on veut, avec la fétuco ovine ou fétuco traçante, également du riz gras. Là, on est actuellement en train de travailler avec un fournisseur sur des mélanges et on va faire des essais, notamment un petit Bersac à l'automne, sur le cimetière, voir ce que cela donne. Angers également, où ils ont fait des essais là,
Au bout de plusieurs essais, ils sont restés sur le sédum pour les anthropodes. Et ici, pour l'allier, c'est un engazement classique. Mais je voulais vous montrer quand même ce qu'il existe en Dordogne. On n'a pas besoin de partir à Angers ou à Poitiers pour voir des cimetières enherbés. Ici, c'est le cimetière d'Issac. Issac, c'est une petite commune entre Villamblar et Lucidan, où les agents d'eux-mêmes ont décidé de laisser s'enherber les allées. Et puis voilà le résultat. Alors, ils n'ont pas fait ça sur la totalité du cimetière. Là, c'est simplement l'allée centrale. Ici, on voit qu'il y a une allée qui n'a pas été enherbée, mais aux dernières nouvelles, ils souhaitent généraliser ce principe-là à tous les cimetières. Autre exemple, le cimetière de Sémère de Brune, où là, ça a été un semis de gazon au niveau des allées. Alors pour conclure, je vais vous présenter un peu ce que l'on a fait sur la commune de Petit-Bersac cette année. À partir de la démarche que l'on a initiée en début d'année. Donc ça a été le premier plan de désherbage que l'on a fait en partenariat avec la commune. Donc je vais vous montrer simplement quelques photos et ce que cela peut donner. Donc voilà, là c'est la photo du centre-bourg, avec toutes les zones en rouge qui apparaissent comme des zones à risque élevé. Là vous avez la place de la mairie, là c'est l'église, la rue principale. Et là, toutes les zones en bleu, ce sont les fossés, les collecteurs d'eau, et en vert, toutes les zones à risque faible, en fait. Voilà ce que ça peut donner ensuite. Alors, pour chaque zone ici, qui apparaissait en rouge sur la carte, les zones à risque élevé, on a fait un petit tableau, on a mesuré la surface qui était désherbée, le type de surface, et en donnant des conseils pour limiter l'usage des herbicides. Alors ici, c'est une boulangerie. On préconise l'utilisation du balai-brosse rotatif pour éradiquer la végétation spontanée, ainsi que le stationnement des véhicules qui devrait suffire à limiter la végétation. Autre exemple, les bords de route du centre-bourg, vous avez le risque de ruissellement qui est élevé ici, vous avez un avaloir. La surface désherbée, 300 mètres carrés, ça correspond à la totalité de la rue. Le type de surface, caniveau imperméable. Alors là, on est parti sur l'utilisation du balai-brosse rotatif ou de la débroussailleuse pour ces zones-là. Et pour les zones au bas des murs, d'un semis de mélange d'annuel et de vivace adapté au terrain pour fleurir ce bas de mur et éviter l'emploi de désherbants. Donc le semis sera fait à l'automne. Le cimetière de Petit-Bersac. Là, sur la photo de gauche, vous avez la partie restante de l'extension qui a été faite par rapport à la partie ancienne, on va dire. Il a été décidé donc de faire un test de semis à l'automne sur la partie ancienne. Sachant qu'on a choisi cette partie-là parce qu'il y avait déjà des zones sur ce cimetière où il y avait des zones enherbées. C'était la végétation, un enherbement spontané, on va dire. Et M. Dumas, qui aime bien, on va dire, les herbes spontanées, a décidé, depuis des années, tourner ces parties-là. Je vais vous montrer les photos quand même du cimetière. Voilà ce que vous aviez déjà à l'état initial. C'est-à-dire qu'ici, vous avez les Virginias qui ont colonisé le mur d'enceinte à l'intérieur. Et bien entendu qu'ici, j'avais plus de désherbants à passer, quoi. Également ici, vous avez des exemples de fleurs qui ont colonisé l'espace, les muscarides, les jonquilles. Sur ces zones-là, il n'y a plus aucun entretien, si ce n'est couper les fleurs fanées et ratisser un peu le gravier, quand il n'a pas été colonisé par les différentes espèces de vivaces. Donc voilà pour Petit-Bersac et son cimetière. Pour conclure, voilà, vous aviez le mur d'enceinte l'an dernier. Ça, c'était une photo qui a été prise au tout début de l'année. Donc on voit que M. Dumas, chaque année, passe du désherbant autour du mur d'enceinte. Mais là, il a suivi la formation et de lui-même, quand je suis retourné sur le terrain quand il a suité, de lui-même, il a dit qu'ici, sur cette zone-là,
il était inutile de passer du désherbant parce que ça ne servait à rien. Alors soit on va laisser pousser l'herbe, ou alors on va essayer d'implanter pareil, hein, des vivaces au pied des murs. Sachant qu'il a déjà commencé sur l'autre partie avec de la valériane. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'en fait la solution universelle n'existe pas. Chaque collectivité doit adapter ses choix à sa propre situation. On ne va pas remplacer, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est important de revenir dessus, le tout chimique par le tout alternatif. En fait, il faut bien avoir conscience qu'il faut changer les méthodes d'entretien, changer le regard qu'on a sur la mauvaise herbe. En fait, c'est la diversité et la complémentarité des solutions qui vont permettre cette acceptation des mauvaises herbes. Et cette plus grande tolérance, bien sûr, doit être intégrée dans les programmes d'entretien en associant la population par des campagnes, que ce soit dans les bulletins municipaux, des campagnes d'affichage, que dans la presse, avec des panonceaux, notamment quand on emmerde le cimetière. On ne pourra pas arriver à réduire les pesticides et les herbicides en particulier sans avoir informé la population et sans qu'il y ait un minimum d'informations autour de l'opération. Voilà, j'ai fini, je vous remercie.